Bonjour, je suis Sabine Montpierre, je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis au Québec depuis maintenant une quinzaine d'années. On me connaît beaucoup en tant qu'intervenante dans le milieu culturel, notamment tout ce qui touche à la défense du patrimoine créole. Je suis une fervente militante pour promouvoir la culture créole au Québec et notamment la culture créole guadeloupéenne. Et au niveau de ma profession, je suis interpellée par la défense des droits. Et depuis plusieurs années, j'interviens pour soutenir des familles en situation de précarité, en vulnérabilité. Et je suis agente d'éducation et de coopération dans une institution qui protège les droits et libertés de la personne. Alors, mon rapport avec les tresses, c'est sûr, ça remonte depuis mon enfance. Il faut savoir que dans ma génération, on était déjà... le contact avec les tresses, c'était beaucoup plus quand c'était les vacances scolaires. Il y avait les tresses qu'on te faisait la semaine pour aller à l'école, c'est-à-dire on te faisait la coiffure avec quatre, quatre tresses avec les boules, ou bien trois tresses, ou bien deux tresses. Mais les petites tresses où les cheveux sont séparés en plusieurs rangements, plusieurs lignes, ça, c'était des coiffures qu'on nous faisait pendant les vacances scolaires. Pendant l'été, je dirais juillet, août, pour qu'on n'ait pas à être coiffé pendant toute la période des vacances, parce que à ce moment-là, on allait beaucoup à la mer, on allait à la rivière. Donc, le cheveu, pour qu'il reste pas défait avec l'eau qui reste à l'intérieur. Donc, c'était facile d'avoir la coiffure des tresses pendant l'été. Ça évitait les shampoings du samedi, là. Et on était... et on avait la tête coiffée pendant toute la période des vacances. Donc, petite fille, pour moi, les tresses, c'était la coiffure d'été, qu'on distingue de la coiffure pendant l'année scolaire. Arrivée dans mon adolescence, je ne dirais pas que j'avais une proximité avec cette coiffure-là qui toucherait mon identité de femme guadeloupéenne ou créole. Je dirais toujours, dans ma génération, c'était vu comme la coiffure de relâchement, de relax, en fait. On se fait des traits juste pour être relax. Puisque dans ma génération, euh, la femme défrisait encore ses cheveux. La femme antillaise, elle défrisait ses cheveux pour avoir le cheveu lisse. Ça faisait partie d'un critère d'ailleurs pour travailler. Il y avait des emplois où si tu n'avais pas le cheveu lisse, on ne te prenait pas. Donc, être dans le cheveu naturel, dans ma génération, en tant qu'adolescente, c'était être pas coiffé tout simplement. On n'est pas coiffé, on n'a pas le cheveu qui est rangé, qui soit bien plat. Donc, on pratiquait beaucoup le défrisage. Nos grands-mères utilisaient par contre le fer à chaud. Donc, c'était effectivement l'instrument qui ressemblait à un peigne, mais qui était en métal et qui était posé soit sur les plaques de la cuisinière, parce qu'aux Antilles, on cuisine sur des cuisinières avec le gaz. Donc, on met le peigne posé sur ça. Et au fur et à mesure, on a eu après les grandes marques de coiffure qui ont sorti, les Babyliss par exemple, pour ne pas les nommer, où on vous faisait effectivement le cheveu lissé qu'on portait notamment dans les grandes occasions, quand on avait les mariages, les communions, les confirmations. Moi, je me rappelle ma communion, ben, j'avais eu mes cheveux bouclés parce que j'avais eu le lisse et tout. Parce qu'il fallait avoir la petite coiffure qui soit différente de ce qu'on portait. C'était les grandes occasions. Et la femme portait le cheveu défrisé ou le cheveu ferré. C'était ça. Je crois que l'approche du cheveu naturel a pris forme aux Antilles dans les années
90, fin 80, début 90. On rentre à cette période dans une volonté de revenir vers l'identité guadeloupéenne, l'identité, comment on dit en créole, ça qui est en nous. Il faut savoir qu'il y a un rapport entre les Antilles françaises par rapport à la France qui n'est pas un rapport on va dire, de mariage, on est un mariage voulu là. Donc, il y a toujours en retrait cette distance entre la France et les Antilles parce qu'il y a ce décalage à différents niveaux, au niveau inégalité sociale, inégalité au niveau économique, au niveau culturel aussi. Donc, on a toujours été considérés comme étant les Français de deuxième zone et n'avoir pas bénéficié des droits qui nous reviennent en tant que Français. Et je crois que le désir de revenir vers le cheveu naturel va se manifester avec les mouvements indépendantistes. Ce mouvement indépendantiste qui va amener non seulement cette volonté de revenir vers soi, vers ce qui nous appartient, en fait, notre culture d'origine, en allant chercher au plus loin avec l'Afrique, bien sûr, parce que cette relation avec l'Afrique, nous l'avons quand même gardée à travers le tambour. Donc, le tambour, qu'on appelle le ka, c'est le seul lien qui nous relie avec l'Afrique parce que c'est ce que nos ancêtres esclavagés ont su conserver qui nous permettait, pendant toute la période de la colonisation, dans les plantations, pendant l'esclavage, d'avoir ce tambour-là qui rythmait nos mouvements dans les champs, qui rythmait nos vies quotidiennes à différents niveaux, en fait. Et quand on est arrivé dans les années 80, fin 80, début 90, je dirais, il y a eu une émergence de beaucoup d'associations culturelles qui avaient cette volonté de transmettre. On va transmettre maintenant notre identité guadeloupéenne parce qu'il s'agissait de ça. Cette identité qui se reflétait pas simplement à travers la langue, qui est le créole qu'on parle, qui parle le même créole qu'on entend dans les autres îles de la Caraïbe, bien sûr, puisqu'il existe plusieurs créoles, mais à travers la danse, à travers notre cuisine, bien sûr, à travers l'oralité, en fait, qui s'était perdue, à travers notre apparence physique même, qui nous sommes en tant que Guadeloupéens, en tant que Guadeloupéennes. On avait déjà dans notre société guadeloupéenne des gens qui portaient les tresses, oui, comme je l'ai indiqué. Les tresses étaient beaucoup faites avec pas nécessairement son propre cheveu. On mettait des autres cheveux pour rajouter, on appelait ça faire des rajouts pour avoir les tresses qui soient vraiment longues et qui arrivent un peu après, plus bas que les reins. On a encore ce rapport, on a besoin d'avoir le cheveu long, qui est ce que le maître nous a montré dans notre colonisation. Avoir le cheveu long, c'est être une femme qui plaît, être une femme qui correspond à la norme, hein? Toujours pour faire référence à la maîtresse, la femme du maître qui avait ses cheveux longs. Donc, on était toujours dans ça, je pense, jusqu'à ce que on avait une petite communauté dans la société guadeloupéenne, on va dire les Rastas, les Rastafari, qui, eux, avaient déjà, dans ça c'est dans leur spiritualité, portaient les dreadlocks. Donc, quand quelqu'un portait le dread, c'était un Rasta. C'était pas comme si c'était une personne qui avait décidé délibérément de suspendre l'utilisation de produits toxiques dans ses cheveux et qui veut recourir à avoir un cheveu naturel parce que c'est ce qu'il trouve qui lui correspond, c'était pas encore dans cette mouvance-là. Donc, c'était soit on portait le cheveu lissé, ferré, défrisé ou le cheveu avec les rajouts pour faire des tresses, mais avoir le cheveu loxé, c'était faire partie de la communauté Rasta. Et je crois qu'il y a un travail de décolonisation qui s'est fait aux Antilles françaises principalement,
puisque dans les Antilles anglaises, porter le djoued n'était pas quelque chose qui disait que vous apparteniez à un groupe Rasta. On va à Barbade, à Jamaïque, on porte les djoueds, même si on n'est pas nécessairement Rasta. Mais aux Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, maintenant même aussi en Guyane, le port du dreadlocks a pris une autre dimension. C'est vraiment un symbole d'identité, de revenir vers soi, de revenir vers sa culture africaine. Donc, imaginez-vous bien qu'on est issu, dans ma génération, je suis des années, je vous dirais, qui vient après les années 50, 60. Donc, on vient d'une génération, porter le djoued, c'était pas possible à la maison. C'était comme si être loxé, c'était égal malfrat, voyou, personne de la rue. Parce que ce qu'on voyait aussi dans les actualités, on est très proche, donc on est dans la Caraïbe, proche de la Guadeloupe, il y a l'île de la Dominique, l'île de Sainte-Lucie. Donc il y avait une immigration aussi de ces personnes qui venaient aux Antilles françaises pour venir trouver, pour des raisons économiques, pour venir travailler. Et ces gens-là aussi arrivaient souvent clandestins, parce que c'est très proche de traverser la Dominique vers la Guadeloupe en bateau clandestin. Donc, ces gens-là, quand ils arrivaient, ils n'avaient pas nécessairement des papiers et ils arrivaient souvent aussi avec des bagages judiciaires qu'on ne pouvait pas penser. Et c'est des gens qui faisaient des cas qui causaient des vols, causaient des dommages dans les logements. Et quand on arrêtait, donc, toutes ces personnes-là, c'était des personnes qui portaient le lox. Donc, dès que vous portiez les lox, on vous comparait à ces individus qui sont immigrants aux Antilles françaises et qui sont connus pour être des repris de justice, finalement. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait avoir à la maison. Dans l'éducation qu'on recevait, si vous portez l'anneau à l'oreille, si vous portez le djoued, ben vous étiez dans une catégorie de personnes. Le travail identitaire a commencé à s'amplifier, je crois aussi, dès lors qu'on s'est rendu compte de cette distanciation entre la France et les Antilles, sur le plan économique, le plan historique. Et lorsque on nous avait toujours enseigné, moi j'ai connu ça à l'école, on nous disait nos ancêtres sont les Gaulois. Donc quand nous avions nos livres d'histoire, c'était ça qu'on nous enseignait. On nous parlait très peu de l'Afrique. On nous parlait même pas beaucoup, je dirais, de l'esclavage. C'était un aspect de l'histoire qui était très survolé. Très, très survolé. Tous nos ouvrages scolaires touchaient l'histoire française. Il y a eu effectivement un noyau d'enseignants qui sont diplômés, qui sont docteurs en littérature, en histoire, qui sont archéologues, qui sont historiens venant des Antilles, qui ont changé ça, qui ont décidé de changer la donne en disant qu'il n'est pas question que nos enfants apprennent cette histoire-là. Ils doivent maintenant découvrir quelle est leur histoire. Donc, avec l'émergence des associations culturelles qui commençaient à pousser comme des petits champignons, ça a beaucoup aidé pour qu'au niveau du ministère de l'Éducation, que la force représentée par les enseignants venant des Antilles puisse avoir un impact en disant qu'il est temps que nos ouvrages scolaires racontent notre histoire et pas seulement celle de la France. Que nos enfants aient un repère identitaire et savent d'où ils sortent, qui ils sont. Et à partir de là, cette émergence-là a permis que, avec les associations culturelles, qui devenaient aussi des associations qui défendaient le carnaval, parce que le rôle des associations culturelles, ce n'était pas simplement d'organiser des activités dans l'année, des enseignements sur la Guadeloupe ou la Martinique, notre histoire, ou bien la danse, ou bien la cuisine. C'était aussi à travers les événements principaux qu'on connaît dans notre île, le carnaval, les fêtes principales qui ont touché des événements qui ont été bouleversants dans notre histoire. C'était de sensibiliser la jeunesse à ça et de faire des événements comme inaugurés ou bien de commémoration aussi de choses, d'événements qui se sont passés pour que nos jeunes puissent s'approprier de ça.
Et le carnaval guadeloupéen est très particulier parce que c'est un carnaval qui s'est nourri de l'histoire de cet esclavage, de ce colonialisme-là, qui a voulu nous séparer de qui nous sommes, éloigner notre histoire à travers nos comportements, hein, notre vie de tous les jours, même dans notre façon de penser. Et cette histoire-là a permis que, à travers notre carnaval, qu'il y ait vraiment aussi cette identité de fierté de dire « je suis guadeloupéen ». Parce que notre carnaval, c'est pas la parade qu'on pourrait voir dans certaines îles avec les plumes et les paillettes. Il y a des groupes qui sont dans cette catégorie-là. Mais les groupes qui sont les plus dominants, ce sont, on appelle les masses apo, les groupes apo. Ce sont des groupes carnavalesques, comme des bandes à pied, qui ne créent pas des costumes avec les plumes et les paillettes et les strass. Les costumes sont élaborés avec des matières que nous donne la nature. Donc, ça peut être les feuilles, ça peut être du carton, le tissu en coton, ça peut être des graines. Donc, on va amener les membres à aller confectionner son costume pour se reconnecter avec son patrimoine végétal, se reconnecter avec aussi les figures qui existaient dans les tribus en Afrique, selon les pays d'Afrique, et voir que ce sont des tenues qui nous rappellent qui nous sommes. Parce que malheureusement, c'est ce qu'il faut aussi savoir, quand il y a eu l'esclavage qui a démarré, les bateaux quittaient l'Afrique de l'Ouest, mais les bateaux pouvaient contenir dans les cales des personnes qui venaient de différents royaumes, de différentes tribus. Donc, on avait des gens qui venaient du Cameroun, qui venaient du Sénégal, qui venaient du Mali, et ces peuples-là ne parlaient pas les mêmes langues. Donc, ils ne pouvaient même pas se comprendre quand ils étaient au fond du bateau. Donc, arrivés dans les îles, il y a déjà cette première séparation qui se fait. Déjà, ils sont séparés de leur famille quand on les a capturés. On les envoie dans les cales. Ils ne parlent pas tous pareil, donc ils ne peuvent pas déjà se comprendre entre eux. S'il est arrivé que plusieurs ont eu la chance de partir avec leur famille, mais la famille ne reste pas entière une fois que le bateau arrive à port, les familles sont séparées et sont vendues à plusieurs endroits différents. Donc, c'est comme on est en train de reconstruire notre histoire en se réappropriant ce qui nous a été volé, ce qui nous a été effacé.